Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro des directs du jeudi. La cohésion sociale est la nature et l'intensité des relations sociales qui existent entre les membres d'une société. Avec notre invité de ce jour, nous évaluerons le niveau de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire et les actions menées par l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale dont vous en êtes la première responsable. Madame Ouattara Elise, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur. Alors, présentez-nous l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale et ses attributions. Je voudrais, avant de présenter l'Observatoire, passer aux civilités en vous remerciant de nous accorder cette opportunité qui nous permet de nous adresser à toute la population, aussi bien celle qui est en Côte d'Ivoire que celle qui est à l'étranger, pour leur faire connaître les missions de cet outil qui est un outil de veille, d'alerte, dans le cadre de la solidarité et de la cohésion sociale. Nos remerciements vont également à l'endroit des autorités de tutelle que sont le ministère de la solidarité, de la famille, de la femme, de l'enfant, qui nous permettent de mieux faire connaître cet outil. L'Observatoire, comme je vous l'ai dit, est un outil de veille. Donc, c'est de développer des actions de sauvegarde en matière de solidarité et de cohésion sociale, de développer des indicateurs en matière de solidarité et de cohésion sociale, d'évaluer le niveau de solidarité et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Voilà un peu les grands enjeux de cette structure. Parce que une société qui veut évoluer doit pouvoir connaître l'impact des actions qu'elle mène sur la population. Est-ce que le niveau de satisfaction est au bon niveau, là où il faudrait être, quels sont les éléments de frustration, dans quel secteur il y a le plus de besoins à satisfaire. Cela permet aux décideurs de faire des corrections, des réaménagements dans la planification et d'être beaucoup plus efficaces sur le développement. Je rappelle que nous sommes suivis par des milliers d'internautes et qui nous posent également des questions. On va en prendre les plus pertinentes. Donc, Vincent Billet, il pose une question. Ma question est de savoir, dit-il, quels sont les instruments juridiques et les moyens dont l'Observatoire dispose pour mener à bien ces missions dont vous venez de parler à l'instant? Eh bien, l'Observatoire a déjà son mandat légal qui lui est donné par le décret de création, puisqu'il est créé depuis février 2008. Il y a le mandat légal aussi de son ministère de tutelle auquel il est rattaché. Mais en plus de cela, l'Observatoire est tenu de produire des indicateurs. Et ces indicateurs sont des éléments de mesurabilité qui permettent à tous les acteurs de vérifier si les actions qu'ils mènent correspondent aux besoins réels des populations, apportent une certaine satisfaction ou un bien-être à la population. Je pourrais aller par exemple dans un exemple concret. Si vous construisez une route, il faudrait que l'utilisation de la route puisse être perçue comme un élément de satisfaction pour la population et non un élément contre-productif. Si la population estime que le fait d'avoir tracé la route en détruisant des plantations a été un élément, un indicateur favorable, elle ne va pas utiliser ce moyen, cette infrastructure, elle ne va pas participer, elle ne va pas se l'approprier, elle ne va pas chercher à l'entretenir et vous aurez investi d'énormes moyens financiers, techniques pour une population qui ne voit pas trop à quoi lui sert cet outil. C'est pour cela qu'il est important de mesurer les enjeux. Et c'est sur ces indicateurs et les textes qui le régissent que l'Observatoire mène ses activités. Alors, en février dernier, le gouvernement a adopté une résolution créant le programme national de cohésion sociale. Alors, est-ce que le programme de cohésion sociale et l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, quelles sont les relations que vous avez? Et également, ce programme avait un budget de 7 milliards alloués. L'Observatoire, comme demandait l'internaute tout à l'heure, de quels moyens dispose l'Observatoire, premièrement, et secondo, quelle est la nature de vos relations avec le programme national de cohésion sociale? Merci beaucoup.
l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale travaille en bonne intelligence avec le programme national de cohésion sociale qui a vu ses attributions renforcées en février, mais qui existait depuis 2012 déjà, 2013, il y a eu des ajustements dans ces missions. Le programme a une mission bien précise, c'est un outil opérationnel qui doit mener des actions, réaliser des projets pour satisfaire les besoins des populations, surtout les besoins en termes d'indemnisation des victimes, de satisfaction des besoins de base sur la question de l'éducation, de la santé et de la paix. Alors que l'Observatoire est un outil de prospection. Donc nous sommes dans le stratégique. C'est un outil scientifique qui réfléchit à quelles sont les actions à mener pour que des programmes comme le programme national de cohésion sociale, lorsqu'ils mènent des actions, soient dans le besoin réel. Parce qu'il faut que l'action qui est portée, l'aide qui est portée à la population, soit l'aide dont la population a effectivement besoin. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire entre l'Observatoire et le programme national de cohésion sociale. Pour les budgets, eh bien, l'État est souverain puisque l'État a donné un budget important au programme national de cohésion sociale par rapport à la question de la résolution des crises que la Côte d'Ivoire a traversées. Nous n'avons pas ce mandat de résolution, d'indemnisation des victimes de la crise. Et notre budget est un budget ordinaire d'une structure de stratégie qui élabore des livrables, qui sont des rapports, des indicateurs, des manuels sur comment est-ce que la population peut travailler en bonne intelligence pour que le vivre ensemble soit une réalité. Est-ce que le dernier rapport de l'Observatoire date de quand et quel était le message principal? Le dernier rapport de l'Observatoire, on l'a présenté à la population en septembre 2014. Il comprenait 2 éléments. D'abord, c'était un rapport d'enquête sur le niveau de solidarité et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et cela a induit une analyse diagnostique sur les points clés. Nous avons mis l'accent sur les facteurs fragilisants de la cohésion sociale. Et ces facteurs fragilisants, selon les enquêtés, portaient sur le chômage, la cherté de la vie et la question de la sécurité. Ce sont les préoccupations majeures des populations que nous avons pu recueillir en 2014. Nous sommes tenus de produire chaque année une sorte de baromètre du niveau de cohésion sociale. Donc le prochain baromètre va être livré très bientôt, je pense dans le mois de mai. Et cela pourra nous dire, pour l'année 2014-2015, quelle est la perception des Ivoiriens sur la solidarité et la cohésion sociale. Et cela nous permettra de faire des recommandations aux autorités pour des correctifs, des améliorations et pourquoi pas peut-être pour le réajustement de d'autres programmes. Justement, parlant de niveau aujourd'hui et surtout après la crise de 2010, quelle est votre lecture de la situation de la solidarité et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire? De façon objective, nous dirons que le niveau de solidarité et de cohésion sociale s'est amélioré après la crise post-électorale de 2010. On le voit à travers les indicateurs. En fait, l'Observatoire produit des indicateurs et 90% des indicateurs qui sont des éléments de mesurabilité sont des éléments, comme on pourrait dire, juridiques. Et je vais vous en citer quelques-uns qui vont nous permettre d'apprécier ensemble si vraiment la cohésion sociale s'est améliorée ou pas. Donc, il y a le premier niveau qui est l'évaluation du cadre institutionnel et juridique de la gouvernance. Donc, dans ce grand vocable, il y a 2 sous-éléments que je vais évoquer. Le premier sous-élément, c'est la primauté du droit. Et dans ce sous-élément, on regarde est-ce que la séparation des pouvoirs est respectée. Et nous pouvons dire que depuis la crise post-électorale, nous avons vu que l'Assemblée nationale a effectivement beaucoup travaillé avec efficacité. De nombreuses lois sont votées
dans tous les secteurs pour améliorer le quotidien des populations. Sur des sujets parfois pas très faciles. L'interdiction de fumer en public. Voilà. Hier, dans le Conseil des ministres, on parlait déjà de l'interdiction de produits éclaircissants. Voilà, tout ça. Donc, mais l'Assemblée nationale, vraiment, dans cette législature, a énormément travaillé et a rempli sa mission comme il était convenu dans la Constitution. La réforme du secteur de la justice est en cours et on a essayé d'apporter une solution aux difficultés que rencontraient les opérateurs économiques en créant le tribunal du commerce qui fait aussi un travail de performance. On a également au niveau de la séparation des pouvoirs l'action de l'exécutif parce que tout le monde sait que le gouvernement est vraiment engagé à mener à terme ses programmes et ses projets et tous les ministères sont à la tâche. Donc ça, c'est déjà un premier indicateur pour nous qu'après la crise post-électorale, ce niveau de solidarité sur la primauté du droit a avancé. Il n'est pas au top, comme on pourrait le dire, on n'est pas à 100%, mais nous sommes dans une bonne dynamique et il faut poursuivre cette bonne dynamique pour que d'ici le prochain baromètre ou celui de 2015-2016, on puisse dire qu'au niveau de la primauté du droit, l'État de Côte d'Ivoire est au premier niveau. Le second sous-élément que je voudrais partager avec vous, c'est la question de la responsabilité et de l'imputabilité. Et pour cela, on a la création de la haute autorité de la gouvernance, qui est une réalité, puisque nous avons non seulement cette structure qui a été créée, mais on l'a rendue effective. Et après les dernières nominations, nous avons l'ex-premier ministre Seydou Diarra qui tient les commandes de cette haute institution qui est chargée de faire en sorte que tous les acteurs puissent rendre compte dans la gestion de leurs activités, de la transparence au niveau de leurs actions, de même que le renforcement des missions de l'inspection générale d'État. Je pense que ça, ce sont des éléments objectifs. Nous pouvons continuer comme ça. Avec... Mais tout n'est pas rose, Madame Ouattara. Oui, mais moi, vous m'avez demandé, quelle est mon appréciation? Donc moi, je vous dis ce qui va déjà. Donc, ce qui va est important parce que tout n'est pas rose, c'est vrai. Mais si nous voulons avancer, nous devons regarder ce qui est bon et puis nous apaisantir aussi sur ce qui ne va pas. Et sur ce qui ne va pas, il y a la question des indices de corruption qui sont à revisiter. Et cela est une réalité. Et c'est pour cela que les structures comme la haute autorité de la gouvernance doivent produire des éléments, des indicateurs pour lutter contre le blanchiment sur les questions de corruption, sur les questions de responsabilité des autorités. On a des tests qui sont sortis où maintenant les présidents d'institutions doivent déclarer leur patrimoine. Donc pour moi, ce sont des avancées au niveau des questions de responsabilité et d'imputabilité. Il y a eu l'année de l'éducation, l'année de la santé au niveau de l'État de Côte d'Ivoire pour les questions de base, des besoins de base des populations. Mais on sait que le plateau technique n'est pas encore tout à fait au niveau pour répondre aux besoins de toute la population. Donc l'État doit travailler à améliorer ces questions. Le personnel de santé doit pouvoir se sentir dans des meilleures conditions de travail, de même que les malades qui se rendent dans nos centres de santé, nos dispensaires, doivent se sentir aussi bien accueillis, sans discrimination, sans stigmatisation. Au niveau de l'école, il y a eu des avancées, mais on le rencontre aujourd'hui, il y a des grèves, il y a des contestations. Donc c'est vrai que nous ne sommes pas au niveau où nous étions après la crise post-électorale. Nous avons avancé dans l'amélioration de la cohésion sociale, mais il reste encore des choses à améliorer. Et ces éléments, ce sont ces éléments que l'Observatoire, puisque notre logo c'est un œil, nous regardons, nous veillons et nous alertons sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Amis internautes, je rappelle que nous sommes avec Madame Ouattara Elise, directeur général
de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Alors, j'aime bien la question d'un internaute qui demande ceci, il s'appelle Aruna Kone. C'est depuis quand l'organisme existe et qu'est-ce que vous attendez de nous? Il veut dire qu'est-ce que vous attendez des Ivoiriens? Qu'est-ce que l'Observatoire attend des Ivoiriens? Eh bien, je disais que l'Observatoire a été créé en 2008 à l'occasion des accords politiques de Ouagadougou. Pourquoi? Parce que les acteurs politiques ivoiriens, au cours de l'élaboration de ces accords, ont constaté qu'il manquait un outil de veille pour tenir compte des frustrations des populations. Et on a mis en place cet observatoire sur la solidarité et la cohésion sociale. Il y a d'autres observatoires, il y a l'observatoire du transport, de la presse, pour veiller justement à réduire les disparités dans le secteur. Et donc, nous, ce que nous attendons de la population, des Ivoiriens, mais aussi de toutes les personnes qui vivent sur le territoire ivoirien ou tous les amis de la Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte que cette structure de veille puisse effectivement produire les résultats qu'on attend. C'est-à-dire produire des indicateurs. On nous demande de les produire chaque année, de les actualiser pour que l'État de Côte d'Ivoire soit capable de dire aujourd'hui ma population est satisfaite. Non, elle n'est pas satisfaite, mais pourquoi? Et ces questions sont pertinentes pour les gouvernants parce que vous ne pouvez pas dire, bon, parce que j'ai construit 100 classes dans telle région ou bien 100 hôpitaux dans telle région, la population est satisfaite. Si vous faites un sondage, vous allez vous rendre compte que peut-être leur priorité, c'était la réduction du coût de la vie. Ce n'était pas les écoles ni les centres de santé, même si ce sont des questions importantes. Et l'Observatoire a besoin vraiment de travailler avec la population pour que les missions qui lui sont confiées puissent être connues de tous. Et c'est aussi notre rôle, c'est pour cela que nous sommes heureux d'être sur ce plateau avec vous, pour partager un peu les missions de notre structure. Justement, l'Observatoire était présent à la journée du partenariat État-secteur privé le lundi dernier. Alors, quel message avez-vous véhiculé lors de cette rencontre? Eh bien, nous avons participé à un des panels où nous avons montré que une structure qui se veut performante, qui veut aller à l'émergence, au développement durable, ne peut pas le faire sans l'être humain. L'être humain dans toute sa plénitude. Parce qu'une société cohésive œuvre pour le bien-être de tous. Donc, l'entreprise qui veut créer une structure doit savoir où se trouvent les besoins des populations. Je veux créer une boulangerie. Est-ce que c'est là, actuellement, c'est les besoins en pain, en pâtisserie? Ou bien, quels sont les secteurs porteurs? Est-ce que c'est au niveau du secteur minier, au niveau de l'énergie, des énergies renouvelables? Quels sont les besoins des populations? Et l'Observatoire étant un outil de veille, capte tous ces éléments à travers des enquêtes et des études et peut dire aux entreprises, aujourd'hui, voilà les besoins des populations. Cela leur permet d'ajuster leurs priorités. Et puis, nous avons voulu aussi être associés à ce dialogue État-secteur privé pour que les entreprises comprennent qu'elles participent effectivement à la cohésion sociale, à la paix, parce qu'elles ont besoin de stabilité, elles ont besoin de paix pour être performantes, pour produire des résultats et atteindre les objectifs de développement que l'État s'est assigné. Alors, madame, quel bilan vous pouvez faire des actions menées par l'Observatoire et puis quels sont les moyens dont vous disposez pour vulgariser, par exemple, les rapports que vous produisez pour la population? Je dirais que le bilan de notre action est un peu mitigé puisque je vous ai dit que la structure a été créée en 2008 et beaucoup de personnes ignorent encore son existence. Donc, nous avons beaucoup de travail à faire en termes de communication pour mieux faire connaître nos missions. Mais nous avons des moyens humains, des moyens financiers. L'État a mis à notre disposition les ressources nécessaires pour que nous puissions faire la vulgarisation des outils que nous produisons. Donc, nous avons prévu pour le début du mois de mai une campagne de communication sur
le dialogue, la communication non violente qui va se dérouler en plusieurs étapes sur la période préélectorale, durant la période électorale et après les élections, pour que la population comprenne que travailler ensemble, vivre ensemble est important pour les uns et les autres. Et l'Observatoire a toute une campagne à mener en la matière. Nous avons tout un programme que nous allons dérouler très prochainement. Je pense qu'on le fera aussi avec votre contribution. Justement, on voulait en savoir davantage. Quelle stratégie vous avez mis en place pour préparer les esprits à ces futures élections? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez une stratégie avant et après les élections. Concrètement, il va s'agir de quoi? Ça s'agira d'élaborer des messages sur des vocabulaires à éviter, des attitudes à éviter, le fair play, aussi bien au niveau des électeurs que des candidats, parce que je peux vouloir telle personne et ne pas avoir la chance qu'il soit élu, et donc je dois pouvoir l'accepter. C'est le jeu démocratique et c'est ce qui permet aux sociétés d'avancer. Donc nous avons aussi à travailler sur les consciences pour savoir que les élections ne sont pas une fin en soi, c'est un processus de développement qui fait que les pays peuvent évoluer au gré de l'alternance qui vient régulièrement et faire en sorte que les élections ne soient plus des questions passionnelles, mais un jeu tout à fait civique, normal, dans un pays qui se veut démocratique. Donc c'est ces campagnes-là, avec pas seulement l'Observatoire, avec d'autres entités, aussi bien de la société civile, parce que nous ne sommes pas société civile, nous sommes une structure étatique. Mais nous, l'État, avec la société civile, avec d'autres leaders d'opinion, aussi bien religieux que traditionnels, nous allons travailler durant toutes ces périodes avec des campagnes dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire pour pouvoir faire en sorte que ces élections annoncées puissent se dérouler dans les meilleures conditions, en tout cas au niveau du discours de solidarité et de cohésion sociale. Puisqu'il n'y a pas que ça, il y aura d'autres éléments. On repose souvent à la presse ivoirienne de mettre de l'huile sur le feu. Est-ce que vous avez prévu quelque chose de spécifique à l'endroit de la presse? Oui, nous avons un programme que nous ne pouvons pas dérouler ici, puisque nous sommes en train de le concevoir avec des experts, justement de la communication, pour voir durant ces mois à venir quelles sont les méthodologies de communication à mettre en place pour apaiser la population, pour qu'elle rentre dans le processus électoral dans une phase tout à fait apaisée, tranquille, normale, parce que les élections dans un État démocratique sont des enjeux normaux et donc on devrait pouvoir, avec la presse qui est un des pouvoirs le quatrième, en tout cas un des pouvoirs les plus forts qu'on a actuellement, travailler à faire en sorte que la presse vraiment joue un rôle majeur dans l'apaisement des consciences. Madame Ouattara-Elise, nous sommes presque au terme de notre entretien. Un message à lancer à l'endroit de la population et surtout comment ces populations-là peuvent vous contacter pour vous permettre, pour être des véritables relais de l'Observatoire de la cohésion sociale. Merci, vous avez dit le mot, les relais. Nous avons des relais qui sont d'abord des points focaux dans des institutions et il y aura d'autres relais qui seront des commissions régionales. Donc chaque région va disposer de sa commission qui sera composée de structures multisectorielles et vers laquelle la population pourra aller pour donner des informations, prévenir sur des situations qu'il faut éviter, encadrer pour éviter les violences ou en tout cas des questions qui entraînent des violations des droits de l'homme. Donc comment nous contacter? Eh bien, nous sommes basés à la 8e tranche
en gré 8e tranche, je pourrais vous donner un numéro de téléphone que vous allez mettre sur le site. Je ne sais pas si je donne le vous pouvez le donner. Le 07 46 23 09. Et il y a d'autres numéros qui vont venir au fur et à mesure où vous pourrez nous contacter pour avoir de plus amples informations. Parce que nous allons aussi bientôt être dans les communes avec les livrables dont nous avons parlé. Parce que tout le monde parle de la solidarité, de la cohésion sociale, mais très peu de personnes peuvent le savoir. Donc au niveau de la diaspora, nous allons travailler avec les acteurs pour pouvoir mettre à leur disposition des outils téléchargeables où ils pourront aussi répondre à travers des outils de communication, Twitter, Facebook, nous permet d'échanger bien sûr dans un cadre de modération bien ciblé où nous dit ce qu'ils pensent des actions de l'État et nous pourrons leur donner des réponses ou bien les orienter vers des structures qui sont plus adaptées. Mais nous avons vraiment besoin de tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire et qui voudraient qu'elle soit vraiment une société performante, émergente dans très peu de temps. Parce que l'horizon 2020, c'est dans 5 ans. C'est déjà aujourd'hui. Madame Autre-Élise, directeur général de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir ici. Yes. Un dernier mot avant de nous dire au revoir. Donc, je voudrais dire merci à toute l'équipe d'Abidjan.net pour cette opportunité. Et je remercie encore une fois tous ceux qui ont pris de leur temps pour nous écouter, pour nous poser des questions. Surtout ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire et qui, je sais, qui sont très intéressés par tout ce qui se passe sur Abidjan.net. Et je voudrais encore leur dire merci d'avoir pris le temps pour écouter cette intervention. Et on attend leurs réactions, leurs commentaires pour voir comment est-ce qu'on va réajuster dans les prochains mois notre action. Merci beaucoup encore une fois. On salue tous les internautes qui nous ont suivis. On se retrouve jeudi prochain pour un autre direct du jeudi sur Abidjan.net. Merci.